grand merci à toutes et tous de venir participer aux échanges. J'en profite pour nous présenter collectivement le quatuor de cette étude NMEU pour nouveau modèle économique urbain. Ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'on mène cette réflexion au long cours, avec notamment le soutien de l'ADEME, de la Banque des Territoires et du PUCA. Au fil des saisons, on en est à la cinquième. On a pu explorer différents sujets, différentes problématiques autour du modèle économique des services urbains. Celle sur laquelle on est aujourd'hui depuis maintenant quasiment 3 ans, c'est sur la sobriété. On y viendra juste après. Donc moi, c'est Nicolas Rio, je suis cofondateur d'une petite agence qui s'appelle Partie Prenante, qui accompagne les collectivités dans leur stratégie territoriale. Je suis de nous quatre le moins spécialiste des services urbains et encore moins des contrats de concession, mais justement en apportant un peu une autre façon de se poser des questions. On a aussi avec nous Isabelle Barraud-Serfati, d'IBCity, qui est elle, plutôt spécialiste de l'aménagement urbain et de l'économie urbaine, qui est vraiment à l'initiative de ce travail sur les modèles économiques urbains. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. On a Nicolas Trinquant et Hélène Delay d'Espelia. Espelia, j'imagine que vous en êtes tous familiers, qui accompagnent les collectivités dans leurs négociations avec les opérateurs urbains sur les différents services urbains. Je ne sais pas, Nicolas ou Hélène, si vous voulez dire deux mots de complément. Non, écoute, merci Nicolas pour la présentation. C'est très complet. Nicolas Cancan, enchanté et ravi d'être avec vous toutes et tous aujourd'hui. Donc on est quatre, voilà, à mener quatre consultants et trois cabinets à mener ce travail sur les modèles économiques urbains, euh, qui a pour aussi un peu spécificité de traiter de manière transversale les différents services urbains, puisque depuis le début de l'étude, on travaille aussi bien sur l'eau, sur l'énergie, sur l'aménagement, sur la mobilité voirie et sur les déchets, avec cette conviction qu'en fait, ces différents services urbains qui souvent évoluent dans des univers un peu cloisonnés, sont en réalité confrontés à une série de problématiques communes. La sobriété en étant une parmi d'autres et à nos yeux une des plus structurantes. Ce qu'on a choisi, nous, l'approche qu'on a retenue avec cette étude Nouveau modèle économique urbain, c'est d'une certaine manière de sortir des débats normatifs sur la sobriété qui sont si présents dans le débat public. Alors aujourd'hui, peut-être un peu moins qu'hier, mais en disant, en fait, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre la sobriété, puisque le constat qu'on fait, c'est que c'est une tendance qui est déjà à l'œuvre. Isabelle y reviendra tout à l'heure, qu'on l'appelle sobriété, qu'on l'appelle érosion des consommations, qu'on l'appelle raréfaction de la ressource. En tout cas, cette tendance est déjà à l'œuvre. Et donc, l'enjeu est davantage de s'interroger sur les conséquences que ça peut avoir sur le modèle économique des services urbains, puisque ces conséquences, elles sont importantes et potentiellement problématiques pour les services urbains. Pareil, on le détaillera tout à l'heure, mais on peut résumer ça assez rapidement par un effet de ciseau entre des recettes en diminution et des coûts qui, eux, sont essentiellement fixes alors que les recettes sont variables, qui, à minima, sont stables, voire sont assez souvent en forte augmentation. Le, Ce qu'on a constaté, nous, en faisant ce travail sur un peu l'impact de la sobriété sur les services urbains, c'est une forme de décalage
entre ce contexte de sobriété qui devient de plus en plus palpable, tangible, et les outils de pilotage des services urbains euh, qui, eux, restent, j'allais dire, hérités des 30 Glorieuses, et implicitement fondés sur une hypothèse d'augmentation continue des quantités consommées et sur une hypothèse d'abondance de la ressource. Et c'est ce décalage, cette dissonance qu'on vous propose de travailler aujourd'hui en ciblant la discussion sur les contrats de concession, qu'incarne très bien ce décalage, et qu'on vous proposera aussi de travailler dans 2 semaines, même heure, même format pour celles et ceux qui souhaitent y contribuer, sur la question de la programmation financière et notamment autour de l'objet PPI, avec la conviction qu'on a, nous, au sein du groupement, la nécessité, on pourrait presque dire l'urgence, de travailler ce décalage et de mieux anticiper les impacts de la sobriété sur les modèles économiques des services urbains, avec derrière un enjeu de soutenabilité de ces services, soutenabilité financière et soutenabilité écologique, les deux étant en réalité étroitement imbriqués. Voilà pour vous donner un peu un aperçu la problématique du jour qu'on va aborder ensemble. 2 mots avant de passer la parole à Isabelle puis Hélène pour vous dire comment on va fonctionner aujourd'hui. On va d'abord avoir 45 minutes pour poser le problème, euh, pour revenir notamment à partir des résultats de la saison précédente sur euh, qu'est-ce que ce contexte, en quoi ce contexte de sobriété percute le modèle économique des services urbains et en quoi il nécessite de réinterroger nos outils de pilotage en général et la façon dont on a de négocier les contrats de concession et plus globalement la relation entre la collectivité et ses opérateurs autour de ces enjeux de sobriété. On aura, pour conclure cette séquence-là, aussi un témoignage de Dominique Loyant de Saint-Lô Agglo, que je remercie vivement d'être avec nous et d'être de- du partenariat noué entre Saint-Lô Agglo et l'équipe de l'étude. Et puis, une fois qu'on aura posé le problème, on s'interrogera sur les solutions pour y faire face, parce que vous allez voir, le tableau qu'on va dresser est assez angoissant. Et donc, on ne veut pas vous laisser face à cette démunis face à cette angoisse. On a pour ça, et sur la base des analyses de cas qu'on a pu travailler, essayer d'établir une première liste de préconisations. On en a pour l'instant 4 sur cette question des contrats de concession. On vous les présentera brièvement en plénière et après, ce qu'on vous propose, c'est de se diviser en 4 groupes pour qu'on puisse approfondir chacune de ces préconisations. Et ben, sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Isabelle Barrault-Safati pour vous faire un peu un état de la situation. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais essayer de vous brosser quelques éléments pour, je dirais, étayer l'hypothèse de départ de notre étude, qui est le fait que, effectivement, les quantités consommées des services urbains sont en diminution. Alors, je vais vous tenir un propos assez général. Évidemment, tous ces sujets sont extrêmement situés, et c'est pourquoi, alors là, je vais le présenter très rapidement, mais c'est pourquoi on a fait un certain nombre d'études de cas en repérant un certain nombre d'exemples. Et puis surtout, on a noué 2 partenariats avec 2 collectivités. Donc, Nicolas a évoqué le partenariat avec Saint-Lô-Aglo. On a aussi noué un partenariat avec la communauté d'agglomération Seine-Nord. L'idée étant de pouvoir vraiment rentrer de manière extrêmement concrète dans les réalités territoriales, parce qu'évidemment, ce qui se passe ici ne se passe pas forcément là. Pour autant, donc, le constat qu'on peut faire, c'est que les quantités consommées des services urbains qu'on a examinés sont en diminution au carrefour de plusieurs évolutions. On a d'une part des évolutions en termes d'usage, des évolutions en termes de ressources et de raréfaction de la ressource,
et des évolutions en termes de réglementation. Alors, par exemple, si on regarde dans le domaine de l'eau potable, on a pu observer en 2023 qu'on avait un recul inédit justement de la consommation d'eau potable qui a été de l'ordre de -3 à -4%, avec dans certains territoires des baisses qui ont pu être de 15-20%, voire davantage, on le verra tout à l'heure. Euh, Par ailleurs, donc cette baisse des quantités consommées d'eau potable, elle est notamment liée à donc une diminution des ressources, avec notamment des sécheresses de plus en plus importantes, une évolution aussi donc des modes de consommation, une évolution des modes de réglementation, avec par exemple le plan eau de 2023 qui fixe un objectif de réduction de 10% de l'eau prélevée d'ici 2030. Dans le domaine des déchets, alors là, je dirais, on a aussi des situations qui sont évidemment très contrastées. Et là aussi, elles se situent au carrefour de plusieurs évolutions. Des évolutions en matière justement de pratiques, par exemple, de tarification avec des collectivités qui vont encourager la baisse des déchets collectés avec des mécanismes de redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour pouvoir inciter les ménages à baisser les déchets qu'ils mettent à la poubelle. Et puis, on a aussi une multiplication des filières de tri qui fait que ce qui part, par exemple, donc, dans la collecte des déchets ménagers, a tendance à diminuer. On a regardé, par exemple, le cas de la métropole de Besançon. On a eu depuis 2008 une baisse des déchets résiduels de près de 40%. Dans le domaine de la mobilité, on a regardé la question de la voirie. Alors là, c'est un domaine qui est plus difficile à objectiver parce qu'on n'a pas de tarif de la voirie et on n'a pas non plus d'exploitants. Mais on a regardé certains cas, par exemple le département de la Manche, qui constate une diminution du trafic assez importante et surtout une diminution qui contraste très fortement avec les prévisions qui étaient faites il y a une vingtaine d'années. Dans le domaine de l'énergie, là aussi, on est au carrefour de plusieurs évolutions. Alors, ça dépend du type d'énergie. Nous, on s'est notamment concentré sur la question des réseaux de chaleur, mais on voit bien que là, il y a à la fois des effets de réglementation. Alors, le plan 2022 de sobriété énergétique, spécifiquement dans le domaine, par exemple, du bureau, ben, le décret tertiaire qui oblige à réduire la consommation d'énergie finale de 40% d'ici 2050. Et puis, de manière plus large, hein, tous les efforts qui sont faits en matière de rénovation du bâti. Et donc, on se retrouve en fait avec finalement des bâtiments qui ont de moins en moins besoin de consommer d'énergie. Dans le domaine de l'aménagement, on est pour le coup dans deux situations un petit peu différentes. On est d'un côté, on va dire, dans le cadre de zones d'extension clairement soumis à la réglementation du zéro artificialisation nette, hein, qui évidemment diminue la surface artificialisable et donc la construction de mètres carrés. Et puis, dans les tissus urbains constitués, eh bien, finalement, la sobriété foncière est souvent envisagée sous l'angle d'une sobriété matière, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de dire, en fait, il ne s'agit plus de construire, mais il s'agit de réhabiliter. Or, le modèle économique des aménageurs, c'était la production de mètres carrés de surface de plancher neuf. Et on voit de plus en plus d'aménageurs, notamment par exemple, donc je l'ai dit, hein, dans des tissus urbains constitués, qui se retrouvent en fait à réhabiliter, mais qui de fait ne produisent plus de mètres carrés de surface de plancher. Or, c'est tout le sujet, c'est que justement, et c'est la slide suivante, la plupart de ces services fonctionne sur le fait que les recettes de l'opérateur sont fonction des quantités consommées. Alors, quand je dis opérateur, hein, là, c'est vraiment dans un sens large. Ça peut être soit des opérateurs qui vont être, par exemple, des opérateurs délégataires de services publics, soit la collectivité. L'idée étant que ce qu'on va regarder, c'est l'impact, en fait, justement, de la baisse des quantités consommées sur celui qui opère le service. Alors, tous les secteurs ne sont pas exposés de la même manière aux conséquences de cette baisse des quantités consommées. Le secteur qui est le plus affecté, donc vous voyez là, c'est ce qu'on a mis ici hein, sur ce petit tableau, c'est le secteur de l'eau. C'est le secteur de l'eau qui est le plus, notamment le secteur de la distribution d'eau potable, qui est le plus impacté par la baisse des quantités consommées, parce que les recettes des services d'eau dépendent à plus de 80% des consommations, alors que les charges en matière de réseau d'eau potable sont souvent fixes. 80% des charges sont fixes, alors que 20% seulement des recettes sont fixes. Ce qui veut dire qu'on va avoir une baisse des recettes
qui ne se traduit pas par une baisse équivalente des dépenses, voire même qui peut entraîner des surdépenses, puisque, par exemple, quand il n'y a pas assez d'eau potable qui coule dans les réseaux, ça peut générer un certain nombre de surcoûts pour faire fonctionner le réseau. Dans le domaine des déchets, je vous ai cité par exemple le chiffre de 40% de baisse des déchets dans le cas du Grand Besançon. Pour le coup, les conséquences sont un petit peu moins, je dirais, importantes dans la mesure où on a une infrastructure qui est beaucoup plus souple. Notamment, il est aussi possible de modifier le service, de baisser par exemple le passage de la collecte en fait, des camions poubelles. Il est aussi possible dans un certain nombre de cas, de rétracter l'infrastructure, par exemple en fermant des fours d'incinération. Donc, on a en fait une plus forte élasticité de l'infrastructure et du service à la baisse des recettes qui permet d'adapter les charges. Voilà. Dans le domaine de l'énergie et de l'aménagement, là, je dirais c'est aussi assez variable. Dans le domaine de l'énergie, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup d'opérateurs de réseaux de chaleur qui sont tentés de compenser la baisse des quantités consommées par justement une extension du réseau. Et là, ça me permet d'attirer l'attention sur un point. Il y a deux sujets en fait qui vont se mêler. C'est la baisse des quantités consommées par habitant. Et puis ensuite, c'est le fait de se dire, est-ce que le territoire qu'on regarde est dans une situation, par exemple, de croissance démographique ou de déclin démographique ou de stagnation démographique? Et parfois, cette baisse des quantités consommées par habitant va pouvoir être compensée par le fait qu'on va avoir une extension du réseau du fait de l'augmentation de la population. Mais voilà, l'idée à retenir, et ça va être la slide d'après, c'est que l'hypothèse qui prévalait jusqu'à présent dans la délivrance et le financement des services urbains, c'était l'idée que les quantités consommées allaient forcément être en augmentation. Ce modèle, en fait, cette hypothèse implicite, en fait, parce que finalement, elle n'était pas forcément formulée en tant que telle, cette hypothèse implicite, elle avait des effets extrêmement majeurs sur le financement et sur le dimensionnement des infrastructures. Là, ce sur quoi on veut alerter, mettre l'accent, c'est de dire cette hypothèse implicite de hausse des quantités consommées, ça ne peut plus être l'hypothèse par défaut. Peut-être qu'il y aura des cas où les exemples de baisse que je vous ai cités n'adviendront pas, mais c'est sans doute l'hypothèse la plus probable, c'est qu'à un moment donné, et encore une fois, tout ça est très situé par territoire, mais l'hypothèse qu'il faut désormais envisager, c'est le fait que les quantités consommées et facturées qui viennent donc constituer des recettes pour les services urbains soient en diminution. Et là, ce que vous avez à l'écran, alors c'est notre fameuse matrice de modèle économique, je dis fameuse matrice, alors qui n'est pas de nous d'ailleurs, qu'on a repris à Osterwalder et Pigneur, mais qu'on a adapté en fait au champ des services urbains et qu'on utilise pour ceux qui nous suivent depuis le début de notre travail sur les modèles économiques urbains, parce qu'elle nous paraît vraiment très utile pour interroger la délivrance des services urbains. Ce qu'on va regarder, c'est la case en haut à droite, c'est de se dire, ben voilà, qui sont mes clients et quelles sont les quantités consommées. Donc, notre hypothèse, c'est de dire, enfin, hypothèse qui est de plus en plus étayée, c'est que la baisse des quantités consommées va impacter les recettes du service. Donc, elle va les impacter différemment selon que les recettes sont plus ou moins dépendantes aux quantités consommées. Donc, encore une fois, dans l'eau, elles sont très dépendantes à 80%. Dans le domaine des déchets, elles sont beaucoup plus assises sur la taxe et donc l'impact est moindre. Donc, baisse des quantités consommées qui va impacter fortement le niveau des recettes et qui ne va pas forcément se traduire à due concurrence par une baisse des coûts. Pourquoi? Parce que selon les services considérés, eh bien, on a une part de coût fixe qui va être extrêmement importante. Et cette part de coût fixe, elle est liée, et c'est la case au-dessus, vous voyez, je suis les flèches vertes, elle va être liée justement à la notion d'infrastructure. Bon, ce qu'on est en train en fait de réinterroger à travers cette étude, c'est beaucoup cette notion d'infrastructure qui peut prendre des formes diverses selon les services. Mais on voit bien qu'on a souvent des infrastructures qui sont rigides. Et donc, la question qu'on va en fait se poser à travers cette étude, c'est comment justement on peut repenser cette question de l'infrastructure et notamment comment au moment de dimensionner une nouvelle infrastructure, et ça sera notamment donc l'atelier justement dans 15 jours, comment est-ce qu'il faut, au moment où on programme une nouvelle infrastructure, envisager dès maintenant cette hypothèse que la baisse des quantités consommées est l'hypothèse la plus probable.
Et derrière, et ça on va le revoir tout à l'heure à travers un certain nombre de pistes d'action, il y a peut-être aussi à reformuler la proposition de valeur des services urbains, c'est-à-dire l'offre de services urbains. Quel est le service que délivre la collectivité en matière, par exemple, d'eau? Est-ce que, alors là, je rentre sur d'autres sujets, mais est-ce qu'il faut, par exemple, fournir de l'eau potable pour des usages qui n'ont pas forcément besoin d'eau potable? Est-ce qu'il faut rentrer sur la continuité absolue du service, qui est un principe aujourd'hui majeur des services publics? Voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on va réinterroger. Et puis, dans les ressources clés, il y a donc cette question de l'infrastructure et puis de plus en plus cette question de la pression sur les ressources naturelles, en fait, hein, qui conditionne justement la capacité de la collectivité à délivrer le service. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Hélène. Merci Isabelle. Donc Hélène Delay, donc j'interviens aujourd'hui pour Espelia qui, comme ça a été dit en introduction, intervient de manière plus appliquée auprès des collectivités territoriales et notamment dans l'assistance à la contractualisation, que ce soit à travers des contrats de concession ou d'autres modes de gestion, et dans le suivi de la vie de ces contrats, le suivi des avenants, etc., ce qui donne un petit peu de recul sur le sujet. Aujourd'hui, on vous propose de travailler sur le sujet des contrats de concession, qui nous paraît extrêmement intéressant parce qu'ils sont très utilisés. Et je voulais aussi revenir un petit peu sur ce qu'a dit Nicolas Rion en introduction, à savoir que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est en train de changer de paradigme. On était dans un paradigme de hausse des consommations, de croissance démographique, de non-questionnement sur la disponibilité des ressources. Et en fait, aujourd'hui, tout ça est remis en question, sauf que nos outils, et en particulier l'outil contrat de concession, sont nés avec ce paradigme. Donc, les contrats de concession, pour remettre un petit peu en perspective, je vais détailler ces 3 points de manière plus illustrée. Mais voilà, on est vraiment avec la densification des villes, un objectif de massification des flux pour susciter des économies d'échelle. On a commencé pour plein de raisons, y compris hygiénique, à se dire que voilà, on avait des territoires plus denses et que ça pouvait être intéressant d'avoir des infrastructures plus lourdes qui soutiennent des consommations qui étaient plus élevées et à la hausse, et que ces infrastructures lourdes étaient possibles parce qu'on arrivait à faire des économies d'échelle dans ce contexte-là. Un financement du développement des services par les consommations futures, c'est-à-dire que les abonnés ont pu profiter dès la construction des installations du service, et on a pu financer la construction des installations en amont en misant sur le fait qu'on se rémunérerait sur les consommations futures qui, encore une fois, seraient à la hausse. Et puis, dans un contexte où on dimensionnait le service pour des besoins maximaux, puisque on pensait en plus que les besoins maximaux n'étaient pas atteints, ce qui s'est révélé exact, et qu'on était dans une perspective de desservir toujours plus de monde, et dans une perspective que pour améliorer ce qu'on considérait être la qualité de vie des usagers, eh bien, ils allaient consommer plus d'eau, avoir le droit à plus de chaleur, etc. Donc, c'est vraiment dans ce contexte que sont nés les outils de concession, ce qui ont fait des outils qui, forcément, aujourd'hui, reflètent ce contexte. On a souvent des objectifs contractuels qui sont très forts en matière de desserte des habitants. On essaie de desservir un maximum de monde. Et en termes de continuité de service, sachant que la continuité de service et le fait d'avoir un accès permanent à une source d'eau ou un service de collecte des déchets, c'était vraiment une vraie avancée de ces contrats de concession, et sont encore des objectifs qui sont très forts aujourd'hui dans les contrats, et qui peuvent être assurés par une logistique qui est assez importante et souvent des infrastructures lourdes. Sauf que nous, ce qu'on va questionner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu de remise en question de cette
augmentation perpétuelle des objectifs en matière de qualité et en particulier en matière de continuité de service. Sauf qu'aujourd'hui, le fait de les rendre compatibles avec la soutenabilité écologique est un vrai questionnement. Ce sont des services qui sont pensés pour la mutualisation de grosses infrastructures en faisant l'hypothèse de rendement croissant comme on l'a montré dans la saison 5, c'est-à-dire que les grosses infrastructures sont possibles parce qu'on mutualise, parce que plus on a de volume consommé, plus le coût marginal, volume vendu supplémentaire est faible. Et donc ça, c'était une hypothèse forte des contrats de concession, mais qui aujourd'hui tend à être questionné aussi, puisque lorsque les volumes diminuent, eh bien, le prix de desservir un peu plus loin ou un peu plus d'abonnés est parfois plus élevé que ce qu'on aurait pu imaginer. Ce sont des contrats qui valorisent l'investissement. Les contrats de concession ont été faits pour porter des investissements qui étaient importants et aujourd'hui, ils sont encore faits soit pour porter des investissements importants, soit pour entretenir des investissements. Et ce qu'on constate dans le quotidien, c'est qu'il y a souvent une course à l'infrastructure avec parfois aussi des effets de bord. Donc, on en parlera aujourd'hui, comme l'a dit Isabelle, on en parlera aussi dans la session suivante sur les PPI, mais vous avez peut-être entendu parler de travaux qui disent, ben voilà, en fait, plus on a des services qui sont bons en centre-ville et plus on dessert largement la périphérie, et bien plus la périphérie a tendance à s'étaler. On a une rémunération sur ces contrats de concession qui est basée sur les volumes et une difficulté à trouver des alternatives satisfaisantes, même s'il y a eu des essais d'autres modèles tarifaires. Aujourd'hui, le contrat de concession est construit sur une logique qu'on se rémunère au moins en grosse partie, et même si ça dépend beaucoup des secteurs, comme l'a dit Isabelle, sur les volumes qui sont vendus. Et forcément, ça, c'est une grosse problématique lorsqu'on est dans un contexte de baisse des volumes. On a un tarif qui est d'autant plus compétitif, qui est d'autant plus faible qu'on vend de volume et donc que la baisse des consommations, notamment que la baisse des consommations projetées dans le futur est faible. Donc avec pour effet d'encourager la non-baisse des consommations, ou en tout cas, il y a toujours un jeu au moment des négociations entre les acteurs, entre se dire dans quelle mesure on est réaliste, dans quelle mesure on incite à la baisse des consommations et dans quelle mesure on est prudent sur ces hypothèses de baisse des consommations, parce qu'on sait que miser sur une trop forte baisse des consommations, ça va augmenter le prix du tarif, avec comme problématique le fait qu'il y a des infrastructures, comme l'a dit Isabelle, et des coûts rigides derrière à assumer. Donc voilà, et souvent en plus, le serpent qui se mord la queue, puisque qui dit projection des consommations prudentes, dit peu d'incitation à aller vers une baisse des consommations plus forte, et du coup, une espèce de prophétie autoréalisatrice qui, à notre sens, freine la baisse des consommations. Et voilà, on commence à voir aujourd'hui des exemples parfois de reprise en régie d'infrastructures qui ne permettent plus de desservir, comment dire, qui n'ont plus les volumes qui sont suffisants pour fonctionner correctement. Donc, comme Isabelle l'a dit, sur certains services, le fait d'avoir des infrastructures en sous-charge, comme les vides de four sur les usines d'incinération, comme de l'eau qui stagne trop longtemps dans les réseaux d'eau, ça induit des surcoûts. Et en fait, quand ces surcoûts sont trop élevés, eh bien, on a des services qui n'intéressent plus les opérateurs privés et qui sont de fait laissés à la collectivité qui est plus ou moins obligée de les reprendre en régie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des exemples qui restent marginaux et qui sont pour partie liés à des contextes qui sont assez spécifiques. On est plutôt en péri de grosses villes, on est plutôt sur de petites infrastructures. Il y a peut-être des soucis de dimensionnement, mais ça nous paraît intéressant de regarder ces cas-là aussi, de la même manière que sur les stations de ski, eh bien, sont évidemment les stations de ski qui n'étaient pas dans le cœur du milieu alpin qui ont subi les plus gros effets, mais ce qui ne veut pas dire
qu'il n'y a pas eu d'autres effets sur les autres stations de ski qui ont connu une grosse baisse de fréquentation liée au réchauffement climatique. Donc voilà un petit brossage de ce que porte intrinsèquement le contrat de concession et pourquoi. L'objectif n'est pas de dire que le contrat de concession n'est pas un bon outil, mais d'expliquer qu'il est né dans un certain contexte, qu'il en porte l'héritage et qu'aujourd'hui, le contexte ayant changé, eh bien, il y a probablement un certain nombre de choses à re-questionner et c'est ce sur quoi on voudrait vous interroger aujourd'hui. Merci beaucoup, Hélène. On vous a brossé un peu l'état de la situation et pourquoi ça nous semble si important de travailler sur cet outil contrat de concession. On avait envie, avant de passer aux solutions et peut-être de prendre quelques questions, de donner la parole à Dominique Loyant de Saint-Lô qui, quand on lui avait partagé l'étude, nous disait, ah ben oui, nous, on se retrouve bien dans les constats que vous dressez, et on est confronté à ces problématiques. Du coup, Dominique, je te propose de partager ce témoignage avec les autres participants. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, oui, je vais vous expliquer rapidement un petit peu notre expérience à Saint-Lô-Aglo. Donc, Saint-Lô-Aglo, c'est une agglomération en Normandie, 80 000 habitants. Donc, je vais parler spécifiquement de la thématique de l'eau et des contrats de concession associés. Donc, c'est une collectivité qui est essentiellement rurale avec une ville-centre de 25 000 habitants sur laquelle on a deux modes de gestion en fait. On a une régie et puis sur une petite partie et puis des contrats de concession eau sur la plus grosse partie du territoire. Et la particularité en fait, enfin l'évolution qu'on constate dans le service de l'eau potable, c'est qu'on a une tension croissante sur la ressource, un peu comme partout, qui est d'une part réglementaire, puisqu'il y a de plus en plus d'exigences, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de réglementation sur les prélèvements, qui nous contraignent beaucoup sur la production. Et en termes de consommation, la baisse, en fait, elle est déjà effective depuis bien longtemps. Et on est arrivé à une sorte de plancher, en fait. En termes de conso, on est plutôt aux alentours de 80 mètres cubes par foyer et par an, ce qui est déjà relativement bas. Mais pourtant, les consommations, a priori, continuent à baisser. Alors, j'évoquais aussi la tension sur les ressources, c'est que, évidemment, il y a le réglementaire, mais il y a aussi évidemment le climatique. Il y a toujours eu des épisodes de sécheresse, mais maintenant, les épisodes de sécheresse sont couplés à des épisodes de canicule, et ça a un effet absolument dévastateur sur les ressources, notamment superficielles. Et on est passé souvent pas très loin de la correctionnelle, notamment en 2022. Donc on voit bien qu'il faut faire baisser la tension sur la production, il faut faire baisser les consommations, mais en même temps, tous nos modèles du service, notamment tarifaires, sont basés sur une évolution, au moins une légère augmentation des ventes d'eau. Donc ça, c'est une vraie contradiction qui est implicite parce que là, le travail qui est en cours donne l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que sinon, on n'en parle jamais. Donc la question, c'est voilà, comment passer du modèle de concession du passé qui faisait en sorte que plus l'opérateur prévoyait d'augmentation à la fois du nombre d'abonnés et du volume vendu, et plus il était pertinent pour la collectivité parce que ça ramenait un coût au mètre cube qui était le plus compétitif. Comment faire pour que maintenant on puisse passer à des nouveaux types de contrats qui ne soient pas basés que sur les volumes vendus? Ça, c'est une vraie question qu'on a un peu de mal à concrétiser parce que quand vous êtes pris dans le quotidien, quand les contrats sont renouvelés tous les 6-7 ans, vous n'avez jamais trop le temps en fait, d'anticiper ce genre de réflexion. Et donc, c'est tout l'intérêt de travailler en réseau pour éventuellement regarder ce qui peut se faire ailleurs.
pour le moment, en fait, nous, ce qu'on constate, y compris sur les DSP très récentes, hein, c'est que nos opérateurs continuent à prévoir au pire des stabilités de consommation et au mieux des légères augmentations, et que finalement, on n'y arrive jamais en bout de contrat. Et c'est quand même globalement souvent les opérateurs, donc les délégataires, qui essuient le manque à gagner sur les recettes. Ça durera certainement pas parce que si ça continue comme ça, il y aura un moment un problème d'effet ciseau qui sera tel qu'on pourra plus discuter sereinement avec les délégataires. Donc voilà, c'était un peu on était un peu resté là-dessus la dernière fois qu'on a évoqué tout ça avec Nicolas. C'est comment prévoir cet aléa sobriété dans les futurs contrats de concession, c'est tout le sujet. Et c'est effectivement tout ce qu'on va discuter ensemble par sous-groupe. Est-ce qu'avant qu'on passe à la séquence préconisation, une question sur effectivement comment réagissent les opérateurs à ça, là j'allais te dire, ça va être aussi l'intérêt des discussions en groupe. Ils sont quelques-uns à être avec nous, mais peut-être si l'un des opérateurs qui est présent veut peut-être un peu partager la façon dont vous observez ces constats. Je vois que Bruno Moisan a activé son micro. Je ne sais pas si vous voulez. À ce stade, moi, j'ai pas franchement de questions. Je ne sais pas comment on va travailler derrière. Ou alors si j'ai une question générale qui n'est pas vraiment une question pour moi, mais pour tout le monde, c'est encore dans cette présentation, je trouve qu'on parle beaucoup de tarifs, donc de prix unitaires. On se pose jamais la question en fait du coût réel pour le consommateur quel qu'il soit, donc de sa facture, et notamment dans le domaine de l'eau. Quand on sonde un petit peu les consommateurs, quels qu'ils soient, en fait, assez peu de monde sait combien ils payent en fait le service d'eau. Pour moi, le tarif au mètre cube, c'est vraiment plutôt une idée, un outil politique, je dirais, une fixation politique depuis des années pour des raisons qui sont, enfin, qu'on va pas énumérer, qui ne sont pas intéressantes d'ailleurs. Mais voilà. Mhm. Pourquoi on a ce prisme-là et pas le prisme du montant total de la facture? Ça, c'est le premier point. Et deuxième question générale, est-ce qu'on a sondé aujourd'hui l'acceptabilité euh, du paiement, quel que soit le domaine, d'ailleurs, l'eau, les déchets, etc., l'acceptabilité des montants payés par les usagers aujourd'hui pour les services qui lui sont rendus? Parce que dans la matrice que vous montriez tout à l'heure, on voit une espèce de spirale infernale sur la baisse des prix, des tarifs, etc., et puis de la qualité, etc. Alors qu'en fait, on ne part pas du principe de la qualité, qu'est-ce qu'on veut comme qualité de service urbain et quelle est l'acceptabilité à la fin du paiement global. Et on arrête de parler de volume, parce que les tarifs volume, c'est vraiment des histoires entre les collectivités et les délégataires pour faire des appels d'offres. Euh, et puis, oui, effectivement. Donc, voilà, c'est deux questions. Et la troisième, c'est pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que c'est franchement le contrat de délégation tel qu'il existe aujourd'hui qui a un problème? Ou effectivement, cette vision tarifaire, tarif au mètre cube, tarif au kilo Mhm. déchets, etc. Ouais, sur ce dernier point, on est complètement d'accord avec vous, hein. Justement, l'idée n'est pas de jeter le bébé en disant, en fait, on a besoin de cette contractualisation, notamment parce que c'est un outil de sécurisation de part et d'autre, et plus l'aléa est fort, plus ce besoin de sécurisation est important. Mais on voit bien ce blocage sur la tarification volume est complètement d'accord avec ce que vous dites sur cette fixation politique. Nous, c'est ce qui nous frappe aussi dans les discussions qu'on a avec les élus, effectivement, que la discussion se focalise sur le niveau de tarification et pas sur l'équilibre économique du service. Donc, c'est bien dans ce sens-là qu'on a pris les préconisations. Et puis peut-être juste pour compléter sur la réponse, c'est vrai que si vous voulez, donc au départ on a dit la sobriété est plutôt abordée sous l'angle des usages et nous on propose de dire ce qu'on va regarder c'est quel est l'impact sur les opérateurs puisqu'il y a baisse des quantités consommées, donc baisse des recettes et mise à mal du modèle économique du service. Mais effectivement ce qu'on voit c'est que
Effectivement, la proposition de valeur du service urbain est sans doute questionnée. On va en parler notamment, par exemple, lorsqu'on abordera la préconisation sur l'exigence de continuité. Et là, on voit bien qu'il y a, on en avait aussi parlé lorsqu'on avait justement échangé avec la communauté d'agglo de Seneur, c'est qu'il y a sans doute une relation à reconstruire avec l'usager sur justement la manière dont lui perçoit le service qui est rendu et ses attentes. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de vous présenter rapidement les 4 préconisations qu'on a identifiées à ce stade et qu'on souhaite voilà, mettre à l'épreuve du terrain ou soumettre à votre expertise pour voir comment on les affine, comment le cas échéant, on les reformule ou on les fait évoluer. On vous les présente les 4 d'un coup et après on va se répartir en groupe. Malheureusement, ça va être un peu trop compliqué de vous laisser choisir la préconisation sur laquelle vous voulez travailler. Donc j'ai précomposé les groupes. Si d'aventure, dans les 4, il y en a une qui est vraiment celle pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui, vous mettez un petit message dans le chat et puis j'essaierai de vous mettre dans le bon groupe. Donc, de 10 minutes voilà, pour faire un premier panorama. Et puis après, on se divisera en groupes pour avoir davantage le temps de la discussion. Nicolas, je te laisse démarrer sur la une. Merci Nicolas. Ouais, donc sur la préconisation 1, donc encore une fois pour paraphraser ce que Nicolas vient de dire, l'idée c'est de mettre en débat donc toutes les propositions ont peut-être pas le même niveau de maturité ou d'aboutissement, donc ça sera aussi à échanger, à discuter dans les salles de travail qu'on va créer ensuite. Sur la préconisation 1, ben c'est un des sujets à la fois les plus évidents et les plus compliqués quand on parle de sobriété, qui est d'arriver à objectiver, à se mettre d'accord avec l'opérateur, les candidats à une concession, sur une trajectoire qui paraisse crédible, voire souhaitable, hein, puisque l'idée n'est pas non plus d'avoir qu'une sobriété subie, mais qu'elle soit aussi choisie et d'arriver à être suffisamment lucide et objectif sur cet aspect. Les constats dans les échanges qu'on a avec les collectivités et puis nous dans notre vécu côté SPGA, c'est que souvent on reste dans la position très confortable de se dire, et c'était le propos de Dominique Loyant, que les choses vont continuer à aller en s'améliorant au sens, les assiettes vont continuer à être plutôt positives, voire stables. Et dans les faits, on le constate assez peu. Donc, cette première proposition, c'est déjà de poser une trajectoire souhaitable pour les consommations au sein du service et d'établir peut-être plusieurs scénarios probables ou possibles de évolution des consommations avec un effet d'érosion qui permettrait de dessiner ce que nous on qualifie de tunnel de risque prévisible au sein duquel on estime que il revient à l'opérateur de faire quelque part la variable d'ajustement sur l'économie de contrat qui en résulterait, qu'elle soit, notamment si elle est défavorable. La proposition serait aussi de dire, une fois qu'on a établi ce tunnel et qu'on a la trajectoire souhaitable de ces consommations, de se mettre aussi d'accord avec l'opérateur sur le fait que si les conditions sont plus défavorables que ce qui est dessiné dans le tunnel, on puisse avoir une revoyure possible entre la collectivité et son opérateur pour que la collectivité finalement aide l'opérateur à tenir et le service plus largement une trajectoire économique qui soit viable. Le corollaire aussi de cette proposition, c'est de s'interroger aussi sur la façon qu'ont les collectivités de sélectionner le lauréat lors des appels à concurrence et de se dire essayons de faire de ce sujet de la conviction et puis de la capacité à être assez précis sur cette trajectoire et sur ce tunnel de risque, un critère de sélection de l'opérateur avec lequel on va s'engager. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à générer un dialogue qui soit plus structuré, consistant qu'il ne l'est aujourd'hui. Sur la préconisation numéro 2, ça part du constat que pour l'instant, finalement, ni l'opérateur ni la collectivité n'ont intérêt à tenir une trajectoire de sobriété volontariste.
l'opérateur n'y est pas incité parce qu'on l'a dit, ça se traduirait par un manque à gagner en termes de recettes d'exploitation. Et la collectivité n'y est pas incitée non plus, puisque comme c'est sur le volume prévu que s'établit le niveau de tarif, si le volume diminue mécaniquement, ça fait augmenter le tarif. Et donc, ce qu'on a essayé de travailler, c'est comment faire pour inverser la mécanique et essayer de mettre en place des mécanismes incitatifs pour davantage de sobriété, pour éviter aussi la situation actuelle qui consiste à reporter le coût de la sobriété sur les usagers futurs, puisque en fait, plus les consommations vont diminuer alors que les charges restent fixes, plus la rentabilité, on pourrait dire, du service se dégrade, ce qui aboutit à une situation où, à moyen terme, des usagers qui vont consommer moins d'eau, produire moins de déchets, vont devoir payer davantage parce qu'on n'aura pas suffisamment provisionné ce manque à gagner que ça induit. Ce qu'on propose par rapport à ça, c'est de mettre en place un fonds sobriété pour inciter l'opérateur à tendre vers la trajectoire cible, c'est-à-dire la trajectoire définie au moment de la signature du contrat, comme l'a présenté Nicolas. Et l'idée, c'est que ce fonds sobriété serve d'une certaine manière à écréter les marges de l'opérateur, en considérant que si les consommations sont plus importantes que la trajectoire cible qui a été négociée, le surplus de recettes que ça induit ne va pas à l'opérateur, mais est placé dans un fonds sobriété. Reste à savoir si ce fonds est géré par la collectivité ou par l'opérateur. C'est un des points qu'on voudrait mettre en discussion avec vous, mais en considérant que ce fonds sobriété sert justement à financer tout un tas de mesures incitatives et d'accompagnement des usagers pour se rapprocher de la trajectoire cible. Et donc faire en sorte que pour nous, c'est un peu l'équivalent de la tarification incitative, mais appliquée à l'opérateur, puisque le constat qu'on fait, c'est que en fait, la tarification incitative, elle est bien incitative pour l'usager, mais elle est désincitative pour l'opérateur, qui a en fait, en situation de tarification incitative, beaucoup plus intérêt à ce que les consommateurs soient le moins sobres possible, puisque s'ils sont tous avec une consommation minimale, là encore, le modèle économique ne tient pas. On peut passer à la préconisation 3, qui fait écho aux propos d'Isabelle sur le sujet de la recherche, quelque part souvent absolue, d'une continuité de service à tout prix au sein des services publics urbains. Cette continuité, c'est un axiome qu'on connaît tous en tant que praticiens de ces services publics. Nous, on s'interroge finalement à travers cette préconisation sur le coût que cela a en termes de surdimensionnement ou de redondance de certaines infrastructures. C'est-à-dire que pour aller chercher cette continuité, notamment les derniers points de continuité, il s'avère qu'il faut envisager des infrastructures d'une taille parfois très importante par rapport, je dirais, au flux, je dirais, moyen et courant sur ces services publics urbains. L'autre biais qu'on voit avec le sujet de la continuité, c'est qu'elle intègre assez mal finalement les enjeux de raréfaction des ressources et le fait que finalement c'est bien beau d'ambitionner la continuité, et quand on n'a plus rien à pousser dans les tuyaux, si je le dis de manière un peu triviale, on voit bien qu'on se trompe dans la façon d'aborder, ou en tout cas que le raisonnement a un trou dans la raquette. Donc l'idée, c'est de proposer un réétagement des risques et des actions qu'il est nécessaire de déployer entre une discontinuité ponctuelle et cette insoutenabilité structurelle que je viens d'évoquer. Alors l'idée, elle tient en 3 points, c'est d'arriver d'une part
à objectiver ce qui est ce surcoût sur le plan économique engendré par cet impératif de continuité. Donc, c'est de regarder un petit peu, en fait, ce surdimensionnement, en quoi il a un coût très fort pour l'usager final, et puis de le mettre finalement en face d'un risque d'occurrence de cette discontinuité pour regarder en approche un peu coût-bénéfice l'intérêt à aller dans ce sens-là. L'autre point, c'est d'imaginer sans doute des leviers qui permettent d'être un petit peu plus sobres sur le plan infrastructurel, y compris si ça implique de trouver des solutions d'appoint chez les usagers. Donc, on pensera dans un réseau de chaleur urbain, par exemple, au fait de maintenir une chaudière gaz en fonctionnement, ou dans les services publics d'eau et d'assainissement, le fait d'avoir une captation d'eau de pluie, par exemple, chez soi, qui pourrait générer, lors d'épisodes un peu plus sévères, des ressources alternatives à celles du réseau d'eau potable. Et enfin, dernier point, intégrer cette question que j'évoquais précédemment de la disponibilité future de la ressource pour évaluer en quoi notre trajectoire elle est soutenable ou non avec les hypothèses qu'on pose pour l'exploitation avec l'opérateur. Sur la 4, et on a fini le marathon et on est impatient d'ouvrir la discussion avec vous. Le point de départ de la 4, c'est de considérer, un peu comme tout à l'heure, monsieur disait, on se focalise sur les tarifs. Dans l'échange avec les opérateurs, on a tendance à se focaliser plutôt sur les recettes et à prendre les coûts fixes comme une forme d'invariant. Et donc là, l'idée, c'est comment responsabiliser davantage l'opérateur sur les coûts fixes de la concession. Là où ils ont souvent tendance à dire, ben non, en fait, ça c'est du ressort de la collectivité, nous on ne fait qu'appliquer les décisions d'investissement prises par la collectivité, pour tendre vers ce qu'on appelle dans notre étude une forme de sobriété infrastructurelle. Et que là-dessus, il y a deux leviers principaux qu'on identifie. Il y a l'entretien et la maintenance des infrastructures. Je vois qu'il y avait une remarque là-dessus dans le chat, mais ce qu'on constate quand même rétrospectivement, c'est une forme d'insuffisance de cet effort de maintenance et d'entretien qui crée un mur d'investissement à venir, ce qui est déjà problématique en soi, qu'il le devient encore plus quand ce mur d'investissement interviendra au moment où les consommations et donc les recettes seront au plus bas. Et puis, l'autre élément, c'est comment on responsabilise aussi l'opérateur, c'est-à-dire on lui fait porter une part du risque sur le bon dimensionnement de l'infrastructure à l'instant T, mais aussi dans la durée pour mieux intégrer les coûts de démantèlement de ces infrastructures dans une situation où le risque d'actifs échoués, c'est-à-dire d'actifs qui deviennent une source de coûts parce qu'ils n'ont plus d'utilité, devient plus important. Donc une façon un peu de résumer cette proposition, c'est comment, d'une certaine manière, on déplace le risque qui justifie le contrat de concession d'un risque commercial centré sur les recettes et les volumes vendus à un risque gestionnaire, on pourrait dire, sur la bonne gestion de l'infrastructure et des charges qui y sont associées. Voilà, en gros, le tableau des 4 préconisations qu'on se proposait peut-être pour terminer cette visio. On n'aura pas le temps de faire une restitution exhaustive de tout ce qui s'est dit dans les groupes, et puis ça sera le but de la synthèse qui vous sera transmise après coup, mais on peut peut-être se donner euh, un ou deux éléments de best-of groupe par groupe. Moi, je commence, j'étais sur l'atelier 1, donc sur la question du tunnel de risque. Et une des discussions structurantes dans notre groupe, c'est quel est le risque qu'on fait porter à l'opérateur et à trop prédéfinir l'assiette. Est-ce que c'est pas supprimer le risque qui justifie de passer par un contrat de concession et en même temps, la conclusion qui se dégageait, c'était aussi de se dire, dans un contexte de sobriété, peut-être que
il y a un enjeu à déplacer le risque qu'on fait porter sur l'opérateur et que le risque commercial n'est plus forcément le plus pertinent. En tout cas, c'est le constat qu'on faisait sur l'eau, c'était moins vrai sur réseau de chaleur. Et peut-être que alléger ce risque-là est aussi un moyen de mettre l'accent sur d'autres risques davantage structurants pour l'opérateur. Nicolas, je te laisse peut-être enchaîner sur le groupe 2. Et sur le groupe 2, les discussions donc, ont été sur la structuration d'un fonds sobriété qui pourrait financer des actions qui iront dans le bon sens. La première action qu'on a eue était plutôt autour du fait de se dire, OK, on projette le cas de figure où les recettes sont supérieures à la trajectoire et donc où on génère finalement un petit trésor de guerre qui permet de financer ces actions-là. Quid de ce qui se passe si jamais la trajectoire est moins favorable. Donc, ça renvoie un peu finalement aux discussions de la préconisation 1 et puis aussi au sujet de la probabilité d'occurrence de ce scénario. On est largement en dessous de la trajectoire souhaitée. Et puis ensuite, donc on a évoqué la possibilité à travers une rédaction contractuelle un peu concrète de recourir à un bordereau des prix unitaires pour financer certaines actions et se poser la question sur le principe de fonctionnement. Tout le monde était à peu près OK pour dire on ponctionne, l'opérateur en gère une partie, la collectivité en récupère sans doute une autre. La question des actions que l'on a préfléchées et de leur pertinence, d'être certain des effets leviers qu'elles pourraient engager, a été pas mal questionnée. Et ça nécessite sans doute un gros travail en amont de la part de la collectivité, avant la mise en concurrence, que de bien bosser sur ce que serait un plan de sobriété pour son service et finalement d'étager un peu toutes les solutions qui seraient déployables et à quel coût prévisionnel. Voilà, je ne fais pas plus long, il y a eu d'autres remarques, mais qu'on consignera par écrit. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Isabelle, sur le groupe 3. Sur le groupe 3, je dirais, moi, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, cette question de la continuité ou de l'acceptation d'une moindre continuité de service, en fait, elle doit s'inscrire vraiment dans une relation à trois, et finalement peut-être moins entre la collectivité et l'opérateur et en tout cas beaucoup avec les clients. Et dans les clients, très clairement, il y a eu l'idée de vraiment de distinguer en fait les clients industriels qui sont quand même beaucoup ressortis dans les discussions et puis les clients ménages. Ça, c'était le premier point. Donc voilà, c'est cette idée d'une relation à trois avec une segmentation des clientèles. Deuxième élément, c'était de dire, bah, en fait, l'analyse de la discontinuité, elle doit quand même être fine. Il faut la regarder soit du côté de l'offre, soit du côté de la demande. Il faut voir les effets que ça produit. Enfin voilà, c'est avec des enjeux. Est-ce que c'est des problèmes liés à la quantité de la ressource ou à la qualité de la ressource? Enfin voilà. Donc en fait, elle doit quand même se travailler de manière assez fine. Et l'idée on a surtout parlé de l'énergie et encore plus de l'eau, mais l'idée de dire que dans le domaine de l'eau, quand même, clairement, ce qui apparaît, c'est le fait que le prix de l'eau apparaît vraiment très bas et n'est pas un sujet, et que la hausse du prix de l'eau serait peut-être, semblerait être acceptée par et les industriels pour les amener à jouer davantage le jeu et par les ménages. Et puis, dernier point peut-être qui a été évoqué, c'était la dimension de passagers clandestins du réseau, avec de plus en plus en fait, voilà, le réseau qui jouerait une fonction assurantielle en fait, pour des consommateurs qui par ailleurs auraient leur propre système d'alimentation. Ok, merci. On passe au quatrième groupe avec Hélène. Alors nous, on a quand même passé beaucoup de temps à se dire que les coûts fixes étaient vraiment fixes et que c'était difficile d'en bouger et que il fallait y avoir un travail de sensibilisation sur l'acceptation de la hausse du prix du service. Mais bon, finalement, on a quand même trouvé quelques brèches à ce sujet, et notamment, par exemple, sur le réseau de chaleur de Grenoble, où on assure une continuité de service qui est prévue pour plusieurs jours d'affilée à moins 11 degrés, chose n'a jamais été avérée depuis 2011 ou 2013, une forte baisse des consommations liée à la sobriété, mais surtout au réchauffement climatique. Et finalement, se dire, ben voilà, on n'accepterait pas alors ça rejoint un petit peu le sujet d'Isabelle qu'on a parfois recoupé, mais on n'acceptera pas une rupture à moins 11, mais finalement, on l'accepte à moins 12. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même se questionner? Et puis aussi un témoignage assez intéressant
enfin, deux petits témoignages sur les concessions autoritaires et en fait qui a rappelé ce jeu qu'en fait, par définition, une concession a une durée de 5 ans, sauf si elle est justifiée par des infrastructures lourdes. Et donc, les opérateurs sont souvent force de proposition pour proposer des infrastructures, pour justifier la durée du contrat ou pour prolonger le contrat par voie d'avenant. Donc, c'est un sujet juridique qui entraîne peut-être le processus, et un sujet sur les réseaux de gaz et réseaux d'électricité, où on s'est dit, notamment sur les réseaux d'électricité, il a été dit que on voyait pas trop le problème parce qu'aujourd'hui on misait encore sur une croissance des consommations et sur un réseau électrique, etc., qui allait se développer, mais une prise de conscience du fait qu'on raisonnait sur des durées de vie humaines ou sur des durées de concession, et qu'effectivement, on raisonnait pas forcément sur des durées de vie infrastructurelles, et qu'aujourd'hui, par exemple, les réseaux de gaz étaient tellement robustes qu'on n'était même pas sûr enfin, de leur durée de vie, tant elles semblaient lointaines, alors qu'a priori, les usages du gaz allaient diminuer. Donc, on n'est pas tout à fait allé jusqu'aux solutions, mais on a divagué et cheminé un petit peu sur la réflexion. Un grand merci en tout cas à vous toutes et tous de vous être prêtés au jeu. Pour nous, c'était assez riche d'avoir une telle diversité de territoires et aussi une diversité d'acteurs, d'avoir des collectivités, mais aussi des opérateurs et des têtes de réseau. On consolidera tous ces apports dans une synthèse qui vous sera transmise. Merci à tous, à bientôt.